Bonjour à toutes et tous. Merci de votre venue pour ce webinaire sur la question de l'impact positif dans l'univers coté. Alors, peut-être avant de commencer, quelques instructions et bonnes pratiques sur la façon dont ce webinaire va se tenir. Donc, si vous avez la gentillesse de bien vouloir indiquer votre nom, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus sympathique de savoir les parties prenantes et les présents. Tout le monde est muté et donc mis en silencieux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, la caméra des intervenants et puis des auditeurs n'est pas activée pour des raisons de maintien d'une bonne bande passante. Et puis, évidemment, si vous avez des personnes auxquelles vous pensez qui peuvent être intéressées par le webinaire, n'hésitez pas à les solliciter, à les inviter même en séance. Voilà, sinon, vous pouvez utiliser notre compte Twitter @xaparog pour éventuellement envoyer vos commentaires en direct live. Voilà. Donc, nous voilà dans le vif du sujet. On va vous présenter en quelques instants Xapa, notre société, entreprise à mission. Et puis après, on va avoir le plaisir de recevoir Ladislas Smia, Head of Sustainability Research de Mirova, et François Humbert, lead du shareholder engagement chez Generali Investment Management. Et voilà, dans quelques instants, on pourra aussi vous donner un préalable, quelques grandes idées sur la question de l'impact positif dans l'univers coté. Mais avant ça, en deux mots, quelques présentations sur Xapa. Donc Xapa, c'est une entreprise à mission qui se fixe l'objectif d'être un accélérateur des progrès environnementaux et sociaux dans les modèles d'investissement, les modèles opérationnels des entreprises et des investisseurs en particulier. Et on a toute une activité qui se décline sur trois pans principalement. Premièrement, notre qualité d'entreprise à mission nous conduit à publier beaucoup de contenu en open source, des blogs, des briefing papers, des rapports, et puis à organiser un certain nombre de webinaires en français et en anglais. Donc, prochain webinaire en anglais sur des questions de responsible sourcing qui est prévu le 26 octobre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et on a donc un certain nombre de webinaires et de podcasts qui sont aussi disponibles sur notre site xapa.org, ksapa.org, et notre double ADN de sustainability, soutenabilité et finance nous conduit à beaucoup intervenir sur les sujets de finance durable. Et pour le déploiement de nos solutions, on se déploie sur deux champs d'activité en particulier, un champ de conseil sur tous les sujets liés à la durabilité, donc de droits humains, d'approvisionnement responsable, de climat, de finances durables en particulier, donc à la fois ESG et impact. Et puis, on porte également un certain nombre de solutions qui sont des solutions pour opérationnaliser les- la résolution des problèmes qu'on peut avoir vus dans nos activités de conseil. En particulier, on travaille sur une initiative qui s'appelle SUTI, Scale-up Training Traceability Impact, qui vise à organiser des programmes de formation de grande échelle pour des petits agriculteurs dans les pays en développement, qui travaillent dans des chaînes d'approvisionnement de matières premières fragmentées. Donc, on faisait appel à des leviers d'impact investing en partenariat avec des industriels et des investisseurs. Sur quelques exemples de contenus qu'on peut mettre à open source sur notre site, sur des sujets de finances durables, sur des sujets de droits humains, d'approvisionnement responsable, et quelques exemples de webinaires qu'on a pu tenir et de rapports qu'on a pu produire sont projetés à l'écran. J'en profite pour vous dire que toute la présentation que vous voyez pour ceux qui sont donc, sur un écran sera disponible sur notre site, de même que le webinaire auquel nous allons assister. Alors, un petit zoom sur nos activités de conseil pour les investisseurs, où on est capable d'accompagner des investisseurs et des établissements financiers sur le déploiement de l'ensemble de leurs politiques ESG et ou impact, et dans différents univers d'investissement, qu'il s'agisse de private equity ou d'univers coté ou d'immobilier.
Donc, pour ma part, je m'appelle Raphaël Hara, je suis directeur général de XAPA, cofondateur, et j'ai un passé d'asset manager et d'investisseur. Et donc, je suis ravi d'animer ce webinaire. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Après un essor de l'ESG, de l'ISR et plus généralement de l'industrie des fonds durables qui a été spectaculaire ces 5 dernières années en particulier, et qui est sur le chemin de la normalisation, qui devient à la fois un standard de marché, mais également qui fait l'objet d'une évolution réglementaire très fournie et qui va à vitesse grand V, notamment dans l'Union européenne, mais également aux États-Unis avec la SEC qui est en train de se pencher sur le sujet. Et on espère des nouvelles assez concrètes avant la fin de l'année. L'ESG a pourtant été, ces derniers mois, sous le feu des critiques, greenwashing, social washing, et puis également des problématiques liées à des données qui sont parfois difficilement exploitables, qui sont parcellaires, qui sont peu comparables, ou en tout cas pas assez, et surtout une critique de fond sur le fait que l'approche ESG, donc environnementale, sociale, gouvernance, n'est pas assez transformationnelle et correspond trop à une espèce de damage control, de volonté d'avoir une conduite responsable des affaires qui évite d'engendrer des problèmes ou des conséquences environnementales et sociales négatives, mais qui n'est pas assez transformationnelle. Dans le même temps, on a l'univers de l'impact investing qui, dans l'investissement non coté, le private equity, a pris un essor également spectaculaire avec une multiplication par 10 en 5 ans, grosso modo, et puis surtout une démultiplication à venir attendue de l'ordre de x15. Donc, on se retrouve avec un mouvement qui emporte une partie significative des acteurs du private equity européen. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le financement des objectifs de développement durable, l'orientation de ressources privées avec des valorisations d'actifs en lévitation au regard du contexte de taux peut accompagner l'évolution du débat entre shareholders et stakeholders sur le rôle de la société dans l'économie, le rôle de l'entreprise dans l'économie réelle et le fait de savoir si l'entreprise doit porter une action sur des notions d'intérêt commun. Est-ce que cette question de l'impact peut se généraliser au-delà d'un développement qui est très vivace aujourd'hui, mais qui se centre encore sur des sujets très spécifiques, donc les sustainable bonds, les green bonds, l'impact investment, la finance solidaire, et même les impact bonds et tous les dispositifs de blended finance euh, qui se trouvent là en bas à droite de notre carré sur la question d'impact. La question, c'est est-ce que, tout comme l'ESG est passé d'un univers où ça concernait essentiellement des fonds durables à une intégration dans les politiques de chacun des grands acteurs principaux de l'investissement, est-ce que cette notion d'impact peut dépasser les frontières du private equity et aller dans une économie plus générale et être intégrée dans des politiques d'investissement? Et est-ce qu'on peut se diriger vers un futur où les fonds d'impact seront accessibles à chacun, seront applicables à l'univers coté? Et est-ce que c'est partie de la solution pour cette progression vers les objectifs de développement durable? Et si oui, comment? Donc, évidemment, on sait qu'il y a un gap de financement très fort pour les objectifs de développement durable, qui, avant le Covid, était estimé entre 2,5 et 4 trillions de dollars par an. Probablement qu'après le Covid, au regard de toutes les informations qu'on a pu recueillir aussi d'ailleurs récemment sur la déplétion de la biodiversité et puis tous les impacts sociaux que le Covid peut avoir, on sait que ce sera plutôt dans le haut de la fourchette les besoins. Et donc, que ce soit au niveau de la progression sur la question de la gestion des conséquences environnementales et sociales
ou de l'impact positif, on sait que c'est des deux côtés qu'il faudra agir pour permettre d'avancer sur ce thème. Alors, la caractérisation de l'impact. Quand on parle d'impact positif, ça se traduit généralement par trois dimensions. Premièrement, l'intentionnalité, le fait de vouloir apporter un impact positif sur des enjeux environnementaux et sociaux. Une additionnalité, le fait de pouvoir démontrer que sans notre action, il n'y aurait pas eu ces impacts positifs. Et puis la mesurabilité, c'est-à-dire la capacité à documenter, à prouver que l'impact positif a bien eu lieu une fois que la politique d'investissement ou que l'activité de l'entreprise en question se matérialise. Et puis, nous y ajoutons une notion de matérialité parce que, évidemment, l'importance de l'impact positif, on pourrait tout à fait avoir un impact marginal qui soit à la fois intentionnel, additionnel et mesurable, mais l'important, c'est surtout d'avoir un impact matériel. Ça peut se traduire à deux niveaux. Au niveau des portefeuilles en tant que tels, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles on investit, mais ça peut également se traduire au niveau de la démarche de l'investisseur, au niveau de l'investisseur, et en particulier l'intentionnalité et l'additionnalité ont plutôt vocation à se retrouver côté investisseur, et la matérialité et la mesurabilité plutôt côté entreprise. Donc, comme on l'a dit, évidemment, cette question de l'impact, de l'investissement à impact se lie dans une évolution de la lecture du rôle de l'entreprise qui s'inscrit dans le débat stakeholder contre shareholder et l'apparition des benefit corporations, des sociétés à benefit en Italie ou des entreprises à mission en France et en est une bonne illustration. Un des grands enjeux, c'est évidemment la capacité de passer à l'échelle et la comparabilité. C'est là où l'univers coté devient un élément tout à fait important de la réponse à la question posée précédemment. Ensuite, ça génère toute une série de questions sur la façon dont on peut s'appuyer sur de la donnée de qualité pour atteindre cette intentionnalité, cette matérialité, cette additionnalité, et sur la façon de structurer des fonds. Est-ce qu'en se centrant sur une démarche d'investissement impact dans l'univers coté, on va être cantonné à des small caps, ou est-ce que on peut également intégrer des sociétés à large capitalisation et notamment quel est le pourcentage, quels sont les seuils au-delà desquels on considère que leurs activités ont un impact positif. Comment est-ce que quand on a une thèse, une théorie du changement adossée à une politique d'investissement, on peut s'appuyer sur la lecture d'une partie des activités d'une société qui peut être un groupe avec une surface et un nombre d'activités assez considérables. Donc, tout ça, ce sont des questions qui vont évidemment nourrir la faisabilité de stratégies d'investissement à impact au niveau d'investisseurs et de fonds d'investissement cotés. Un petit détour par les quelques frameworks, les quelques cadres réglementaires, ou en tout cas volontaires plus exactement, des initiatives comme le GIN ou EY, qui permettent de... Donc, EY, I-W-A-I, non pas format anciennement Ernst & Young, et qui permettent de faire apparaître des convergences sur des initiatives internationales de référence. Donc, on peut conseiller la lecture sur cette question de l'investissement dans l'impact coté d'un white paper du GIN, qui est aussi l'organisme qui a établi la méthodologie IRIS+, et qui vient mettre en exergue les 4 dimensions dans lesquelles une démarche d'investissement à impact dans l'univers coté peuvent s'appuyer, donc à la fois au niveau du design, de la définition de la stratégie d'investissement, de l'allocation des portefeuilles, et puis de la politique d'engagement, et enfin dans la question du monitoring et de l'organisation du monitoring des données. Et on viendra à la question de l'engagement en particulier avec nos invités. Voilà, après, dernière
dernier élément d'éclairage avant de rentrer dans le dialogue. Cette question de l'impact peut à la fois se traduire par des politiques d'investissement qui ont un caractère relativement généraliste, qui vont généralement s'adosser à la grille de lecture des SDGs, qui constitue une grille de lecture d'objectifs politiques, pas nécessairement de politique d'investissement, mais qui constitue une matrice de compréhension commune de l'ensemble des acteurs, enfin, en tout cas de beaucoup d'acteurs, entreprises, publics, investisseurs. Ou alors, on peut avoir des stratégies d'impact qui sont plus thématiques. Donc, on a quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres qui commencent à avoir le jour sur l'un ou l'autre côté. Donc, soit généraliste, soit thématique. Et dernière chose, c'est que les évolutions réglementaires peuvent être également constituées une source d'inspiration pour l'établissement de politiques d'investissement à impact dans l'univers coté, notamment le principe de la taxonomie aujourd'hui verte et puis demain probablement de taxonomie sociale, qui s'appuie à la fois sur la démonstration d'un impact positif, mais également sur le fait de ne pas avoir de conséquences néfastes sur d'autres sujets environnementaux et ou sur des pratiques sociales au sein même des investissements qui vont pouvoir avoir la qualification de taxonomie verte, enfin en tout cas de vert du point de vue de la taxonomie européenne. Voilà, nous voilà donc à l'heure du dialogue et j'ai le plaisir donc de commencer par ce dialogue avec Ladislas Simia, Head of Sustainability Research de Mirova. Et Ladislas, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Enchanté de vous recevoir. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter un peu Mirova pour ceux qui ne connaissent pas, et puis votre champ d'intervention et de périmètre de responsabilité? Bien sûr, donc Mirova, c'est une société de gestion d'actifs qui fait partie du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est dédiée à l'investissement responsable. On gère 26 milliards d'euros d'encours, qui est significatif, mais qui reste petit pour un asset manager. Pour vous donner un ordre d'idée, le groupe dans son ensemble gère en gestion d'actifs plus de 1000 milliards d'euros d'encours. On reste un petit acteur au sein du groupe, mais en très forte croissance, puisqu'on a lancé Mirova en 2012 et quand on a lancé la société, on gérait 3,5 milliards d'euros d'encours. On est donc dédié à l'investissement responsable avec des investissements dans plusieurs classes d'actifs. Donc le gros de nos investissements sont sur les activités cotées, en actions ou en obligations. On a beaucoup d'investissements en obligations dans ce qu'on appelle les obligations vertes, les green bonds ou les social bonds. Et sur la partie non cotée, on est présent sur plusieurs marchés. On est présent donc sur des financements de projets d'infrastructures de transition énergétique, donc beaucoup d'énergie renouvelable, mais pas que. Ça peut être aussi des bornes de recharge de véhicules électriques, des projets liés à l'hydrogène, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait essentiellement en Europe. On a une activité sur ce qu'on appelle le capital naturel. Donc là, c'est des projets d'agriculture, de forêt, de pêche durable. Ça, c'est quelque chose qu'on fait essentiellement dans des pays hors OCDE. Et nous sommes sur le point de lancer une activité private equity en Europe également, plutôt sur des questions environnementales. Donc voilà, donc Mirova, une dimension cotée et non cotée. Donc moi, je suis responsable de l'équipe de recherche. Donc équipe de recherche qui est en charge principalement de l'évaluation environnementale et sociale des actifs dans lesquels on investit, que ce soit des actifs cotés ou des actifs non cotés. Et on a une quinzaine de personnes dédiées à ces sujets-là chez Mirova. Et Mirova, au total, c'est à peu près 150 personnes. Et merci beaucoup pour cette intro. Alors peut-être première question, il y a beaucoup d'acteurs. On a parlé du GIN, mais on peut aussi parler du Forum de l'investissement responsable qui mettent en exergue le côté de contribution positive, d'impact positif dans l'investissement impact, à distinguer de la partie gestion des risques ESG et de la limitation des conséquences néfastes, ou en tout cas le fait d'organiser de façon la plus responsable la conduite des affaires des entreprises dans lesquelles on investit. Est-ce que pour vous, c'est une distinction qui est opérante et comment est-ce que vous abordez la question de l'impact positif dans vos portefeuilles, à la fois au niveau conceptuel et puis méthodologique, et surtout opérationnel? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça correspond à
ce qui existe historiquement dans le monde de l'investissement responsable. Quand vous regardez l'histoire de l'investissement socialement responsable, l'ISR, l'ESG, ce type de choses, c'est quelque chose qui s'est focalisé historiquement beaucoup sur les risques. D'ailleurs, vous avez encore beaucoup de gens qui disent les sujets environnementaux, les sujets sociaux, c'est des nouveaux risques pour les investisseurs qui doivent être pris en compte. Et, euh, et se dire que c'est pas l'ESG, les questions environnementales, sociales, de gouvernance ne sont pas que des risques, mais c'est aussi potentiellement des sources d'opportunités via par exemple des modèles économiques qui répondent à des enjeux, des sources d'opportunités en matière économique, mais aussi des apporteurs de solutions. C'est quelque chose qui commence à bien émerger aujourd'hui, notamment avec la taxonomie que vous avez évoquée, mais qui est encore en train de faire son chemin. Donc nous, clairement, chez Mirova, c'est quelque chose qu'on a mis au cœur de la création de Mirova dès le début, avec cette idée qu'on voulait être sur un investissement responsable qui n'est pas que sur la gestion des risques, mais qui est surtout sur le financement des solutions. Mais vous avez encore certaines agences de notation Sustainalytics, par exemple, pour ne pas les citer, qui restent aujourd'hui, leur évaluation n'est basée que sur la gestion des risques. Donc voilà, cette segmentation existe encore. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient de prendre en compte à la fois la dimension produits et services qui, d'un côté, et gestion des risques de l'autre. Et les produits et services sont souvent vus sur un angle impact positif. Soit étant passant, les produits et services peuvent être quand même aussi avec des produits et services à impact négatif. On voit qu'il y avait des cadres d'analyse différents qui commencent à converger. Chez Mirova, la façon dont on le fait, c'est que sur la partie côté, on a une équipe, il y a 6 analystes sectoriels dédiés à la revue des impacts environnementaux et sociaux des entreprises cotées dans lesquelles on investit. Et donc, la façon dont ils travaillent, c'est déjà d'avoir une bonne compréhension des enjeux de développement durable, de créer des cadres d'analyse sectoriels adaptés aux spécificités de chaque secteur. Et donc, on publie, par exemple, sur notre site internet toutes les fiches, toutes les cadres d'analyse sectorielle qui vont dire, voilà le type de produits et services qu'on va valoriser, voilà le type de gestion des risques qu'on va prendre en compte selon les secteurs. Et donc, quand les analyses font leur travail, ça consiste simplement déjà à comprendre le modèle économique, de voir en quoi est-ce qu'il répond ou pas des enjeux de développement durable. Est-ce que les produits et services vont apporter des solutions à des enjeux de climat, des enjeux de biodiversité, à des enjeux sociaux, à des enjeux de santé. Ensuite, de bien comprendre la gestion des risques et de décrire tout ça dans une analyse. On a fait le choix chez Mirova d'être sur des approches assez qualitatives. Donc, la principale production des analyses, c'est une opinion qui va être assez peu granulaire. On a une opinion en 5 niveaux qui va donner le niveau d'adéquation de l'entreprise considérée avec l'atteinte des objectifs de développement durable au sens large. Cette opinion, on la décline après par sous-piliers en donnant des opinions sur des sujets spécifiques, environnementaux, sociaux, climat, écosystème, travail décent, etc. Mais ça reste quelque chose de très qualitatif. Et donc, l'essentiel du travail, c'est vraiment une analyse fondamentale qui va servir après à alimenter le dialogue avec les équipes de gestion pour décider si oui ou non la société est éligible pour les portefeuilles. Quand une société est considérée comme à risque d'un point de vue développement durable, elle n'est pas éligible pour les portefeuilles. Et surtout, on essaie de maximiser au sein de nos portefeuilles chez Mirova les sociétés à impact positif, que ce soit via leurs produits ou via une gestion des risques particulièrement avancée. Ok, très bien, merci beaucoup. Mais du coup, ça veut dire que lorsque vous émettez une notation interne, Ouais. une société qui aurait une activité dite classique, c'est-à-dire qui n'a pas vocation à porter un impact particulièrement positif, mais qui aurait une gestion des risques ESG absolument parfaite, ne peut pas atteindre une notation maximale. Alors, elle ne pourra pas avoir la notation maximale, mais elle pourra quand même avoir une notation, pour vous dire, notre échelle de notation, on appelle ça engagé, positif, neutre, risque et négatif. Mmh. On réserve le niveau maximal à ceux qui ont à la fois des produits et des pratiques avancées, pour simplifier. Par contre, on autorise que les sociétés qu'on appelle à impact positif, ça puisse venir soit de produits à impact positif avec une gestion des risques qui reste moyenne ou améliorée, mais ça peut venir aussi de sociétés qui ont un impact, qui ont des produits relativement neutres, mais des gestions des risques très avancées. Donc, on valorise des gestions des risques très avancées comme un impact positif d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple d'établir cette frontière entre l'ESG et l'impact, notamment lorsque l'impact se traduit par un modèle opérationnel et pas par le design de produits ou de lignes de produits en tant que tel. Exactement. C'est au cœur de beaucoup de débats et beaucoup de questions à la fois de nos pairs et de nos clients. C'est quelque chose qu'on a affirmé assez fortement chez Mirova, c'est que l'impact positif peut venir à la fois des produits, mais aussi des bonnes pratiques.
c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, je pense, sur la place pour qui l'impact ne c'est que des modèles économiques avec des produits spécifiques qui répondent à des enjeux de développement durable. Hmm. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être un autre aspect, c'est qu'on l'a mentionné brièvement là, dans la présentation préliminaire, mais cette question de l'additionnalité, de l'intentionnalité, de la mesurabilité, on Mmh. peut évidemment considérer qu'on n'investit que dans des sociétés qui auraient une volonté affichée d'avoir un impact positif et donc, dans une certaine mesure, imaginer qu'à un moment, l'intentionnalité puisse aussi se matérialiser au niveau des portefeuilles. Mais il semble y avoir quand même plutôt un consensus sur le fait que cette intentionnalité soit au moins au niveau de l'investisseur. Et sur ces trois grands principes de l'impact positif, est-ce que, à votre sens, dans quelle mesure ils doivent se retrouver au niveau de l'investisseur et au niveau des participations? Alors moi, j'aurais tendance à dire que sur la question intentionnalité, ça doit être surtout au niveau de l'investisseur. D'une certaine manière, moi, j'aurais pas d'état d'âme à avoir, pour volonté d'investir dans une société, enfin, de dire: «J'affirme un objectif d'impact positif en tant qu'investisseur», mais d'investir dans des sociétés qui soient présentes sur les énergies renouvelables, même si elles, font ça de manière plutôt, par recherche de profit plutôt qu'avec une forte intentionnalité de leur part. Dit autrement, en tant nous, on est société bicorp et société à mission. Je ne m'interdirais pas d'investir dans des sociétés qui ne soient ni bicorp, ni société à mission, du moment que leur positionnement produit, va dans le bon sens. Donc, pour moi, le principe d'intentionnalité, il doit être surtout au niveau de l'investisseur. Là où c'est plus difficile, je trouve, en particulier sur les questions, d'investissement coté, c'est la question de l'additionnalité. C'est pas parce que vous investissez dans des sociétés à impact que vous pouvez affirmer que vous avez, en tant qu'investisseur, un impact. Soit dit en passant, on pose beaucoup la question sur les marchés cotés, mais je trouve que la question est tout aussi, pertinente sur les marchés non cotés. C'est pas parce que vous êtes un investisseur en private equity que c'est si facile que ça de démontrer l'additionnalité de votre investissement et il y a des débats assez lourds effectivement sur la place. Vous avez cité, le FIR, vous avez cité les travaux d'usine. Il y a aujourd'hui aussi des débats au sein de Finance for Tomorrow qui est, Mhm. l'association qui n'est pas que les gestionnaires d'actifs, mais aussi les aspects bancaires sur ces questions-là et au sein de l'AFG. Et donc, c'est des questions qui reviennent sans cesse, c'est-à-dire comment, à partir de quand on est capable de prouver que votre investissement a permis d'aller dans le bon sens pour l'atteinte d'un objectif de développement durable. Bah, clairement, je pense qu'on manque encore de travaux académiques sur ces sujets-là. Nous, c'est une conviction assez forte chez Mirova de dire que la finance n'est pas neutre sur l'économie, et on l'a vu à plusieurs reprises, hein, souvent d'ailleurs de manière négative, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise à dire que la finance peut avoir un impact négatif sur l'économie quand elle finance les énergies fossiles, quand elle est responsable de la crise des subprimes. Bah, nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, bah, il faut utiliser ce levier de la finance qui peut avoir parfois des impacts négatifs, mais qui peut aussi, de notre point de vue, avoir des impacts de point de vue positif et qu'en finançant des actifs à impact positif, on pousse au développement de ces activités-là. Et alors qu'évidemment, ça reste parfois indirect, mais c'est petit à petit, en allouant petit à petit les capitaux vers des actifs à impact positif, on pense qu'on tire l'économie dans le bon sens, ce qui n'empêche pas de faire de l'engagement aussi avec les sociétés pour les pousser à changer. Mais on pense que cette dimension d'impact, elle se joue à la fois sur la question d'allocation de capital et aussi sur la dimension d'engagement. Oui, bah, clairement, lorsque les univers d'investissement vont être de plus en plus restreints pour ceux qui ne seront pas bons sur l'ESG ou qu'il y aura de plus en plus d'acteurs qui vont justement réunir des fonds, des ressources privées sur les questions d'investissement à impact positif, bah, mécaniquement, hein, les conditions de température et de pression vont être modifiées. Mais il est vrai que l'additionnalité n'est pas facile, même si on parle, par exemple, d'un Sustainability Linked Bond, donc une obligation dont l'intérêt est variable en fonction des performances de ESG sur telle ou telle dimension. Il est très difficile de prouver qu'il y a une réelle additionnalité et que la trajectoire n'aurait pas été réalisée sans cette incitation-là. D'une certaine manière, moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que finalement, plutôt que de parler d'additionnalité, peut-être qu'il faudrait plus parler de dire qu'on contribue en tant que financeur à l'émergence de ces sujets-là en étant un acteur parmi d'autres. Et je pense que c'est cette vision-là qui est importante, c'est de ne pas considérer que c'est juste une partie prenante qui va déclencher quelque chose, mais que c'est la coordination, la concordance de plusieurs actions, à la fois des investisseurs, des dirigeants, des employés, des pouvoirs publics, qui petit à petit poussent au changement dans l'économie. Dans l'économie. Oui, effectivement.
Alors justement, dans cette logique de contribution et plus que d'additionnalité ou de remplir tel ou tel critère, mais d'être dans un réel impact positif, à votre sens, quelles sont les stratégies d'investissement qui sont les plus aptes, les plus à même d'aboutir à des impacts positifs? Par exemple, débat généraliste vs Mm. thématique, mais plus généralement, quels sont les leviers que vous avez trouvés les plus efficaces dans votre pratique sur la mise en place de telles politiques d'investissement? Nous, chez Mirova, on commercialise les 2 types de produits, hein. On a des produits généralistes et on a des produits thématiques. On a des produits thématiques sur des sujets environnementaux, on a des produits thématiques sur des sujets sociaux. À mon sens, il n'y a pas un module qui est plus efficace que l'autre pour avoir un impact positif. Je pense qu'on a besoin, au sens large, de mobiliser l'épargne le plus vite possible et enfin, dans des volumes importants aussi vite que possible. Pour moi, la question thématique versus généraliste est plus liée après à ce que vont rechercher les clients. Vous pouvez avoir des clients qui vont être plus sensibles pour des sujets d'impact à certains thèmes que d'autres. On a aussi, il faut le dire, beaucoup de gens qui viennent pas que pour des questions d'impact, mais aussi pour des questions de rendement et qui sont plus convaincus qu'il y aura des rendements plus forts sur certains thèmes plutôt que d'autres. Clairement, aujourd'hui, c'est plus facile de vendre des stratégies à impact environnemental que vendre des stratégies à impact social, parce que la dynamique de changement sur les questions environnementales apparaît de manière très claire à beaucoup de gens avec des plans d'investissement massifs au niveau macro. D'un point de vue social, dire que, trouver les endroits où on réussira à avoir à la fois un impact positif et une recherche de rendement positif n'est peut-être pas une histoire aussi facile à vendre. On a des produits de ce type-là aussi chez Mirova qui marchent bien, mais c'est sûr que c'est pas sur les mêmes volumes que ce qu'on fait sur l'environnement. Oui, effectivement. Après, il est vrai aussi quand même que les social bonds ont connu une croissance assez phénoménale là, depuis le début de l'année et que ce déséquilibre a quand même un peu tendance à se restreindre, au moins dans la partie obligation. En tout Même cas, il sur faut l'obligataire, espérer. je pense que les obligations vertes en volume aujourd'hui, c'est minimum Non, je parle de 90% du croissance. Hein. marché. Oui, Ouais. oui, je parle de croissance. C'est un un dynamisme plus important, mais avec beaucoup de retard. C'est ça. Sur les sujets sociaux, nous, ce sur quoi on arrive à mieux communiquer, c'est à mieux communiquer, à vendre des produits sur les sujets sociaux. Il y a des questions de diversité, et en particulier de diversité homme-femme, sur lesquels c'est des sujets qui commencent quand même à toucher de plus en plus les gens. Les questions d'emploi, sur lesquelles aussi on arrive à sensibiliser nos clients sur le lien entre l'emploi local et leurs investissements. C'est sûr que sur les questions droits de l'homme, sur les questions de santé, c'est pas si facile. C'est pas si facile aujourd'hui. Effectivement. Et en tout cas, on peut espérer que, comme on l'a lu à quelques reprises, que social is the new green. Merci beaucoup, Ladislas. Et je vais maintenant, avant de vous retrouver un peu plus tard dans un dialogue avec nos intervenants, nos deux intervenants, on va accueillir François Humbert, Active Ownership Lead Manager chez Generali Investment. Bonjour Bonjour, François. bonjour Raphaël. Merci de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, de la même manière, votre structure et puis le périmètre de vos actions? Oui, bien sûr. D'abord, un commentaire sur cette photo qui est clairement une photo de début de confinement. Sur notre activité, donc, je suis en charge de la coordination des activités de proxy voting et d'engagement au sein de GIAM. GIAM, c'est Generali Insurance Asset Management, qui gère à peu près 450 plus milliards d'euros d'actifs sous gestion. En fait, on gère les activités compagnies d'assurance du groupe Generali. Voilà, ça fait près de 13 ans que je suis Generali et 10 ans dans l'asset management. Un mot sur ce qui m'anime. Assez rapidement, en rentrant dans le monde professionnel, j'avais envie de trouver un équilibre entre le rendement financier, le rendement social et environnemental. Et c'est pour ça que j'ai proposé, il y a 4 ans, de créer l'activité d'engagement actionnarial dans le groupe Generali, ce qui n'existait pas, avec clairement une volonté d'avoir de l'impact au travers de cette activité-là. Et on va en parler, mais c'est voilà en 2 mots l'idée dans l'équipe que je coordonne. On est 4 et globalement dans l'équipe Investment Stewardship qui gère tous les sujets ESG.
on est un peu plus d'une dizaine. Voilà. Très bien, merci. Alors, vous nous avez préparé quelques slides que je vous propose peut-être de commenter brièvement avant qu'on rentre dans une démarche plus de dialogue. Oui, non, c'est juste, en fait, ce webinaire semble très intéressant parce qu'il y a à la fois une conjonction de plusieurs discours et facteurs qui vont dans ce sens-là en 2 mots, mais comment est-ce que le monde réel bouge, la finance bouge, mais est-ce que le monde réel bouge? C'est Alain Grandjean, fondateur de Carbone 4, qui écrit en gros, il y a plein de milliards verts, mais il n'y a pas beaucoup de choses à la sortie. Les encours essais explosent, le monde ne change pas, donc c'est ce qu'il dit. Hein. Tariq Fancy, qui est l'ancien Head of Sustainable Investing, qui part de BlackRock en disant il y a un problème sur l'impact. Et enfin, l'inspection des finances qui dit sur le label LSR, il y a un problème de crédibilité et de pertinence. En fait, les épargnants veulent, je ne sais pas si on voit bien la fin en bas, mais en tout cas, les épargnants attendent une matérialité extra-financière. Donc, clairement, un changement dans le monde réel. Donc, c'est à l'origine de nos réflexions sur l'activité d'engagement actionnarial. Voilà. C'était ce que je voulais dire en préambule. Après, on pourra rentrer dans les détails. Tout à fait. C'est vrai que, on l'a mentionné au début, l'ESG a probablement la bonne gestion ESG a probablement un impact significatif sur la gestion des risques, sur le fait d'améliorer les choses d'un point de vue environnemental et social. Elle n'a pas vocation à changer le monde. Et c'est peut-être là qu'il y a un misfit et que c'est pour ça que nous, on a posé ce dialogue, ce débat autour de la question de l'impact positif, du fait de savoir s'il ne faut pas aller au-delà de l'ESG plutôt que se demander si l'ESG est bien, pas bien, et bien calibré, pas bien calibré, etc. De toute façon, ça avance avec notamment la réglementation européenne, mais c'est sûr qu'il y a de grandes divergences au niveau de la qualité de la donnée ESG, ne serait-ce que sur les questions de corrélation entre les différentes grandes agences de notation ESG, qui est infiniment inférieure à celle qui peut être la corrélation sur les grandes agences de notation financière. Mais cette question transformationnelle se porte sur l'impact positif, et je crois que vous avez développé une méthodologie, une démarche d'engagement assez détaillée sur la question de l'actionnariat actif chez Generali Investments. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. En fait, je veux faire une distinction avant de rentrer dans le détail de cette méthodologie. En fait, nous, on distingue 2 choses. Ce que disait Ladislas, c'est l'impact des entreprises dans lesquelles on investit et notre impact à nous en tant que financiers. Et en fait, si on prend les mots de l'impact investing, il y a investing in impactful companies ou bien impacting companies we invest in. C'est les mêmes mots, mais dans un ordre différent, qui ont finalement une signification assez différente. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire au travers de la démarche d'engagement actionnarial, c'est clairement d'influencer les entreprises dont on est actionnaire. Et tout de suite, à la création de l'activité, la question qui s'est posée, c'est mais comment moi je vais pouvoir démontrer, ne serait-ce que l'utilité de mon travail à mon management, parce que j'ai proposé de créer cette activité, il faut quand même que je justifie mon salaire, entre guillemets. Et donc, je me suis tout de suite dit, OK, comment est-ce que je montre mon additionnalité? Et l'hypothèse de base, qui est critiquable, améliorable, etc., mais l'hypothèse de base, c'est la seule manière de prouver notre additionnalité, c'est de demander aux entreprises avec lesquelles on travaille de nous faire un feedback en disant oui, c'est grâce à vous qu'on est passé de A à B, et c'est grâce à Generali Investment Insurance Asset Management. Et il y a certaines peut-être entreprises avec lesquelles on travaille qui sont à ce call. Et donc, j'ai un peu commencé avec les entreprises, en commençant cette activité il y a quelques années, on disait, voilà, est-ce que vous avez changé ça? On vous avez demandé, est-ce que c'est grâce à nous ou pas? Et le feedback des entreprises a été assez rapidement, non, enfin, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous demandent ça, c'est pas grâce à vous. Et je me dis, OK, il faut que j'aille un peu plus loin, il faut qu'on aille un peu plus loin dans notre démarche d'engagement pour structurer une démarche très approfondie pour qu'à un moment donné, l'entreprise soit capable de dire oui, en fait, c'est grâce à vous parce qu'il n'y a pas d'autres qui ont discuté et vous nous avez vraiment accompagnés. Donc, c'est pour rentrer dans une logique de partenariat. Et si je commente ce qui est à l'écran, et je commence par le bas, c'est comment est-ce qu'on arrive au point 10 à la reconnaissance de la valeur ajoutée de l'engagement. Je ne vais pas m'en commenter chacun des points parce que beaucoup d'investisseurs
font certains de ces points-là, peut-être tous, peut-être différemment, mais plutôt commenter quelques points. Il y a un point fondamental, à mon sens, dans les discussions qu'on a avec les entreprises, c'est le turning point, je ne sais pas comment on dit en français, c'est le moment qui change tout. C'est à partir Point de du moment, bascule. le point de bascule. Merci beaucoup, Raphaël. C'est le moment où l'entreprise nous pose des questions. Ce n'est pas l'investisseur, avec son approche d'investisseur, sa supériorité d'investisseur qui pose la question à l'entreprise doit répondre, doit tout savoir. C'est on a réussi à créer une relation de confiance où l'entreprise dit en fait, sur ce sujet-là, on ne sait pas. Et là commence une autre relation où l'investisseur, en fait, s'expose et expose un point de vue, travaille, fait une présentation longue à des interlocuteurs à l'intérieur de l'entreprise, loin dans la hiérarchie, donc ceux qui font vraiment, qui sont actifs du changement, enfin acteurs du changement dans l'entreprise. Ça peut durer longtemps, cette phase, ça peut durer 1 an, 2 ans. La relation de confiance met du temps. Je pense aux entreprises polonaises sur les sujets du charbon. On a mis 2 ans à créer vraiment une relation de confiance. Et ça peut parfois amener à ce qu'on introduise, on présente des experts aux entreprises avec lesquelles on travaille, où finalement on éduque d'une certaine manière les entreprises. Je prends l'exemple d'une entreprise en République tchèque auquel on a présenté les Science-Based Targets. Ils ne connaissaient pas. Et on a demandé à CDP de faire une présentation détaillée des Science-Based Targets. Voilà, donc juste une question là-dessus. Avec plaisir. Est-ce que vous avez envisagé ou déjà mis en œuvre des démarches un peu de coopératives, y compris au sein d'une même filière, éventuellement d'entreprises qui ne sont pas dans le même groupe, mais qui peuvent être soit sur des activités un peu diverses, soit même concurrentes dans une certaine mesure, pour faire porter, disons, dans une logique un peu de filière, les points de vue qui sont les vôtres? C'est une très bonne idée. C'est une idée qu'on a eue. C'est encore plus consommateur de temps que ce que je vous décris là. Ça a été fait au niveau de Climate Action on the Plus, qui est la plus grosse coalition. C'est Adam Matthews de Church of England qui organise ça, par exemple, avec les utilities qui sont engagés par Climate Action on the Plus et donc cette coalition d'investisseurs. Et du coup, il en ressort des problématiques communes des producteurs d'électricité, et c'est effectivement très intéressant. Je pense que c'est la prochaine frontière pour faire travailler les entreprises ensemble, aussi bien au niveau transversal sur un même secteur que vertical. Par exemple, Total met en place des... je ne veux pas parler d'entreprises, mais il y a des entreprises qui travaillent de manière verticale en travaillant avec leurs suppliers et leurs fournisseurs et leurs providers sur bref, vous avez compris, le haut de la chaîne, le bas de la chaîne, pour travailler sur, par exemple, les émissions, c'est sur l'ensemble de la chaîne du transport, par exemple, sur lequel il faut travailler. Voilà, mais c'est une très bonne idée. Ça, c'est la prochaine étape. Très bien. Dans quelle mesure, du coup, ces engagements que vous portez, j'ai mentionné le GIN tout à l'heure et la rétude de leur white paper sur les questions d'investissement impact dans l'univers coté. Ce qui ressort, c'est qu'il y a ces 4 grandes étapes. Vous êtes en particulier très actif sur la question de l'engagement. Et finalement, il n'y a, à ma connaissance, aucun fonds qui a été monté et qui coche les 4 cases pleinement, disons, de définition de stratégie, allocation de portfolio, politique d'engagement et monitoring et restitution, ou en tout cas très peu. Peut-être d'ailleurs, Ladislas aura quelques exemples à nous pour démentir cette perception dans ce rapport du GIN. Mais du coup, dans ce que vous portez, la question de l'impact, comment est-ce que ça vient en résonance avec les attentes côté investisseurs, y compris grand public, parce que la question de l'accès à l'investissement à impact se pose quand même pour les investisseurs particuliers, par exemple, qui, au-delà de l'univers coté, n'ont pas du tout accès, à moins d'avoir un certain niveau de fortune, à pouvoir accéder à des tickets dans des fonds d'investissement à impact, sauf peut-être au travers du crowdfunding, mais là, on est quand même dans une toute autre démarche en termes de gestion du risque. Les attentes marché et comment est-ce que ça vient animer votre démarche commerciale vis-à-vis d'investisseurs institutionnels ou particuliers? Oui. En fait, ça pose la question de l'intentionnalité. Donc, clairement, on a axé notre démarche sur l'additionnalité. Sur l'intentionnalité, on n'investit pas
avec l'intention d'avoir un impact, puisque notre activité d'engagement, elle arrive après l'investissement, et on a un impact sur les entreprises qui sont déjà dans les portefeuilles. Et donc, ce n'est pas la même logique. On n'appelle pas ça de l'impact investing, plutôt l'engagement à impact, l'impact engagement. Donc, on ne va pas répondre à un besoin de l'épargnant, puisqu'en fait, on gère les actifs qui sont nos clients. Aujourd'hui, c'est les compagnies d'assurance du groupe qui nous confient cet argent-là. En revanche, ce que ma vision, c'est que sur cette logique-là, avec cette notion d'intermédiation, où en fait, c'est des clients particuliers qui font confiance à Generali en investissant soit dans des fonds euros, soit qui assurent leurs biens, et donc nous, on gère cet argent-là pour leur redonner si jamais il y a un problème dans longtemps. Ma vision, c'est qu'un jour, ce qu'on fait aujourd'hui sur la démonstration de notre impact deviendra un critère de choix des institutions financières, en tout cas des assurances. Si je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas un critère, mais je pense que dans quelques années, on nous dira, mais vous, institutions financières, quel impact, avec tout cet argent que vous gérez, ces 500 milliards, quel impact vous avez eu, et est-ce que vous pouvez me démontrer l'impact que vous avez eu? Et c'est ressorti dans une étude qui a été faite par nos concurrents, qui dit que les particuliers aujourd'hui, 60% des CSP+, au niveau des jeunes aussi, c'est ressorti, ils ne veulent pas se baser sur un label ou une validation extérieure, mais ils veulent voir avec leurs yeux, pouvoir évaluer si l'entreprise auquel ils ont confié les actifs a réellement eu un impact ou pas. Et pour moi, le risque, c'est si en 2025, par exemple, toute l'industrie de la finance dit on est net zéro, le climat, voilà, on gère, et que les émissions de CO2 ne baissent pas. Là, il faudra démontrer, il faut que les institutions financières puissent démontrer qu'elles ont eu un impact et qu'elles ont fait changer les entreprises. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir ces preuves des entreprises qui nous disent nous, grâce à Generali, on est passé de A à B. Voilà, D'accord. si je suis synthétique. Très bien, très bien. Et alors, du coup, peut-être une dernière question avant qu'on ouvre une phase de dialogue, mais quelle est votre perception de la qualité des données? Est-ce que pour réaliser, mettre en œuvre votre démarche, vous êtes en mesure comment dire, d'avoir accès à des données de qualité suffisante, assez complètes, assez comparables pour engager justement cette démarche d'engagement actionnarial? Alors, assez vite, on est un peu indépendant des providers. On les utilise pour peut-être filtrer. Donc, si les données sont mauvaises, on a pu expérimenter ça, ou mal intégrées, on va orienter un engagement sur une mauvaise piste, mais assez rapidement, en creusant, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ça, c'est clairement une phase d'amélioration. Ce qui est clairement plutôt le problème, c'est la disponibilité des données, parce que peut-être qu'on ne voit pas des problèmes qui seraient remontés si les données étaient disponibles. Aujourd'hui, dans les engagements qu'on fait assez rapidement, si on n'a pas les données, on les demande aux entreprises, on demande qu'elles les disclosent de manière publique. Et donc, si elles n'existent pas, on commence par ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet qui nous a fait rencontrer beaucoup de difficultés. Ok, très bien. Eh bien, peut-être quelques grands sujets pour vous faire réagir l'un et l'autre. Et pendant ce temps-là, si jamais les participants veulent poser quelques questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. En tout cas, première question, peut-être pour Ladislas. Qu'est-ce que vous voyez comme rôle pour la réglementation dans ce qu'on espère être l'émergence un jour d'une classe d'actifs d'investissement à impact dans l'univers coté? Et est-ce que, par exemple, les modalités qui ont été retenues pour la méthodologie de formalisation de la taxonomie européenne, à savoir de déterminer un certain nombre de dimensions dans lesquelles on va avoir un impact positif, environnemental en l'occurrence, et puis le fait d'adjoindre le fait de ne pas avoir d'impact trop, en tout cas significativement négatif sur d'autres dimensions environnementales et de respecter un certain nombre de normes sociales, vous semble être une bonne piste. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport
cette problématique de l'impact, enfin, du rôle de la réglementation? Alors, très clairement, je pense que la taxonomie va dans le bon sens. On avait beaucoup poussé, nous, au début des débats sur la mise en place d'un plan de finances durable au niveau européen sur la mise en place de ce type d'outils. Et le fait d'avoir une liste d'activités vertes potentiellement. Donc là, aujourd'hui, on a une liste d'activités climat. Demain, on aura une liste d'activités vertes au sens large. Et il y a des débats pour savoir s'il y aura une liste d'activités à impact sociaux. Nous semble être la bonne façon de faire. Le fait qu'il y ait une liste d'activités, mais qu'il y ait aussi ces critères donc on appelle les DNSH, Do Not Significantly Harm, ce que vous évoquiez là à l'instant, le fait de regarder aussi, c'est pas parce que vous investissez dans les panneaux solaires qu'il faut quand même faire n'importe quoi sur les façons de les produire. Donc ça nous semble clairement aller dans le bon sens. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et est-ce qu'il va y avoir des labels? Est-ce qu'il va y avoir des préférences accordées à des types de produits? Il y a une réglementation qui a été votée cet été, qui s'appelle MiFID, qui va pousser les sociétés bancaires à demander aux clients leurs préférences d'un point de vue ESG en matière d'investissement, et ce qui après obligera les banques à proposer ce type de produit. Donc voir dans quelle mesure ça va s'appuyer sur la taxonomie, dans quel seuil. En fait, on rentre dans une phase au niveau européen où je pense que les grands débats sur la pertinence de la finance durable sont un peu derrière nous. Je pense qu'il y a à peu près un consensus sur le fait qu'il faut pousser la finance à aller dans le bon sens, qu'il faut se focaliser sur les produits. Maintenant, on va rentrer dans beaucoup de questions de détails. Quels sont les seuils? À quel endroit est-ce que on dit c'est éligible, c'est pas éligible? Et ces questions techniques vont en fait faire le succès ou l'échec, je pense, de la réglementation. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a des débats sur la mise en place d'un écolabel européen. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est un écolabel qu'on trouve sur les produits de grande consommation. C'est une petite fleur avec un euro dessus. Et donc, de savoir si les produits financiers pourraient être éligibles à ce type de produit-là. Si on veut qu'il y ait des produits en action cotée sur ce type avec ce type de label, si on met le seuil trop bas, tous les produits seront éligibles et du coup, ce ne sera pas pertinent. On aura juste blanchi, fait une sorte de greenwashing des produits. Inversement, si on le met trop haut, il y a un gros risque en fait aucun produit soit labellisable. Aujourd'hui, le comité du label, il y a beaucoup d'ONG dedans qui plaident pour un seuil qui, nous, des études qu'on fait que le gros risque, c'est qu'il n'y aura aucun produit labellisé en action et qu'en fait, comme finalement ce type de produit, c'est les principaux types de produits qui sont proposés aux particuliers, finalement, on fasse un label qui est censé être à destination des particuliers et à la fin, il n'y a aucun particulier qui puisse investir là-dedans puisque ce type de produit, on n'arrivera pas à labelliser ce type de produit. Donc voilà, la question du bon niveau d'ambition et sur la taxonomie va être le cœur des débats à venir. Et j'espère qu'on trouvera des compromis entre ambition et faisabilité. Les deux extrêmes me semblant pas forcément souhaitables. Très bien. Mais alors justement, on a une question là dans le chat qui vient en relais là, de ce sujet. C'est que les concepts là qu'on évoque sont quand même, relativement complexes, mais surtout encore beaucoup plus complexes à mettre en œuvre que de parler dans les grands principes, parce que le diable se niche dans les détails. Et en l'occurrence, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, c'est pas toujours simple, disons, à mettre en œuvre. Et comment est-ce que la communication, le fait de retracer toutes ces démarches auprès des investisseurs est-elle possible? Est-ce qu'il y a des jalons, des écueils à éviter? Je pense que pour les investisseurs institutionnels, je ne suis pas très inquiet parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes de spécialistes qui se montrent chez les investisseurs institutionnels qui sont capables d'appréhender cette complexité. Chez les investisseurs particuliers, par contre, c'est un vrai sujet, effectivement, de comment est-ce qu'on maîtrise cette complexité et comment est-ce qu'on la simplifie pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, à mon sens, les labels sont une des solutions pour aller dans le bon sens. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit labellisé bio, vous ne demandez pas tous les jours si le cahier des charges du label bio est assez exigeant ou pas assez exigeant. Vous dites, je fais confiance au label. Et on peut espérer que s'il y a un label crédible qui émerge sur les produits financiers, que les clients particuliers feront confiance à ce label pour dire, j'achète un produit labellisé, c'est ce que je recherche. On voit néanmoins que le consensus n'est pas facile justement sur ce label et on verra s'il réussit à émerger et à devenir ambitieux. Je pense qu'une deuxième piste à creuser, c'est la formation
des conseillers bancaires. Donc, nous, on fait partie du réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne. Il y a des efforts importants qui sont faits pour former les conseillers dans les caisses d'épargne. Ce n'est pas évident, parce que je pense qu'on voit tous que c'est des métiers sur lesquels il y a beaucoup de turnover aujourd'hui. Je ne sais pas parmi vous qui a un conseiller bancaire qui aurait plus de 3 ans d'expérience. Enfin, ça fait plus de 3 ans que vous l'avez. Ça devient de plus en plus rare. Néanmoins, si on n'a pas un minimum de formation de ces personnes, ça va être compliqué. Donc, en tout cas, former pour qu'il y ait un minimum d'explications et encourager le grand public à dialoguer, échanger sur ces sujets-là. Bon, après, un des points sur lequel j'essaie d'insister, c'est de dire qu'à la fin, je pense qu'il faut encourager chacun à regarder tout simplement ce dans quoi il investit et si ça correspond bien à ce qu'il recherche d'un point de vue impact. Si le type de société ou d'obligation que vous avez dans vos portefeuilles ne correspond pas à vos aspirations, c'est qu'il y a un problème et qu'il ne faut peut-être pas y aller. Merci beaucoup, Ladislas. Alors François, peut-être en réponse à ça, parce qu'effectivement, il y a une bonne partie de votre gestion qui correspond à des fonds de compagnies d'assurance, mais pour leur partie active bilan, mais il y a également probablement un certain nombre de fonds qui sont liés à l'assurance vie. Et donc, cette question de la matérialisation et du fait de retracer avec un bon niveau à la fois de crédibilité et puis de clarté aux investisseurs particuliers qui peuvent placer sur des fonds d'assurance vie. Comment est-ce que vous appréhendez cette question? Et peut-être avec une dimension qui est celle du potentiel de création de valeur, parce que l'impact est quand même aujourd'hui un moteur d'innovation au sein de l'économie. Et puis en termes également de protection de la valeur, puisque je pense que la bonne adéquation avec les enjeux sociétaux va certainement constituer une légitimité des activités qui constitue un garant du maintien de la valeur, alors qu'aujourd'hui, les valorisations d'actifs sont quand même à des niveaux stratosphériques. Ouais, donc sur peut-être un point sur la complexité et puis après sur votre question sur la création de valeur. En fait, pour moi, la complexité, je suis d'accord, c'est très complexe. C'est pour ça qu'on on veut ces preuves très tangibles, et donc ça prend sous la forme d'email de l'entreprise qui dit, voilà, grâce à vous, on a fait ça, 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 ça. Et on le voit bien en interne, des gens qui ne sont pas experts des sujets, lorsqu'on projette en vidéo call, parce que c'est souvent ça en ce moment, l'email, les gens d'un coup se remettent sur leur siège et regardent en détail ce que l'entreprise a dit et disent, ah oui, d'accord. Okay. Et nous, un exemple de notre responsable CSR chez Generali qui a lu un mail de cette contrepartie dans une autre entreprise. Elle nous a dit, ah oui, effectivement, si elle vous a écrit ça, c'est que vraiment vous avez fait quelque chose. Et je me dis, ces emails-là, très simples, peuvent être transmis et accessibles par beaucoup. Enfin, et compris par beaucoup. C'est une entreprise, on est passé de A à B. Alors, c'est différentes choses. C'est l'implémentation d'un système de lancement d'alerte dans une entreprise qui a des problèmes de corruption. C'est un plan de sortie du charbon très détaillé, centrale par centrale, l'intégration de critères ESG dans une rémunération ou de targets très précises d'émissions de CO2. Et ça, je pense que beaucoup de particuliers sont capables de comprendre ça. Donc, si on est capable de parler aux particuliers, on est capable de parler à beaucoup de monde. Donc, la preuve tangible. Et sur la création de valeur, si je comprends votre question, je trouve qu'on s'intéresse beaucoup au best in class et donc aux entreprises qui créent de l'impact, l'entreprise qui va créer de l'impact par ses activités. Pour moi, ce sur quoi on est attendu en tant qu'investisseur, c'est comment est-ce qu'on fait changer les mauvais élèves. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple sur le climat, c'est que les mauvais élèves, pour ne plus devenir mauvais élèves, transfèrent leurs actifs. C'est le cas de compagnies pétrolières, transfèrent leurs actifs à d'autres parties privées. Et donc ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ma réponse. Et effectivement, il y a des valeurs stratosphériques pour les bons élèves, des valeurs à la cave pour les mauvais élèves. Et pourtant, c'est peut-être là qu'on a intérêt, nous, en tant que financiers, à conjuguer les deux, l'ESG et le financier, en disant on va avoir un impact sur les mauvais élèves pour les faire en sorte qu'ils s'améliorent depuis le bas de la courbe. C'est une idée.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Oui, quand je parlais de valorisation stratosphérique, c'était à titre de plaisanterie sur le fait que le contexte de taux a poussé l'ensemble des valeurs financières et des actifs, d'ailleurs, sur des niveaux de valorisation très élevés, même si effectivement, la performance ESG et demain peut-être la performance d'impact a des conséquences significatives sur le niveau du coût de la dette ou le niveau de l'attractivité des titres. Et peut-être une dernière question. Est-ce que on n'a pas parlé de ça encore, mais au niveau des impact bonds, donc des schémas tripartites entre autorités publiques, investisseurs privés, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour ce secteur-là? Il y a eu quelques tentatives en Afrique notamment sur le financement de logements étudiants, par exemple, d'impact bonds et de schémas qui soient contre-garantis par des autorités publiques, etc. Est-ce que, et là, si on parle d'impact positif dans l'univers coté, est-ce que vous voyez qu'un jour, on peut, dans 10 ans, dans 15 ans, se mettre dans une logique où ces produits-là seraient cotés également? Peut-être la DISLAS. Alors, je ne connais pas bien le mécanisme que tu évoquais, mais ce qui est certain, c'est que sur l'obligataire, qui est un mécanisme coté, nous, on voit une grosse présence des acteurs publics sur ce marché-là, que ce soit sur des green bonds ou des social bonds. Il y a les régions qui émettent des green et des social bonds, il y a les États qui en émettent. On a aussi des instituts, des agences multilatérales, ce type de choses qui sont présentes. Et ça nous semble être la bonne façon de pousser l'impact positif sur le marché obligataire, dans la mesure où s'investir dans de la dette traditionnelle d'une région, d'une agence ou d'un État ne nous donne pas vraiment un signal en faveur d'un impact positif, dans la mesure où on finance toutes les activités générales. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et dans lequel on investit déjà beaucoup, et on espère que ça va continuer à se développer. Plus généralement, sur les liens entre le secteur financier, secteur privé, secteur public, nous, là où on voit qu'il y a probablement quelque chose à faire, c'est quand il faut défricher des nouvelles classes d'actifs que l'État ou des agences type agence de développement ne soient pas uniquement dans un rôle de subvention, mais dans un rôle de lancer une classe d'actifs. On pense qu'il y a quelque chose à faire. On a lancé un fonds qui s'appelle Land Degradation Neutrality, qui vise à investir contre la dégradation des terres et qui est justement dans ce principe-là, avec l'investisseur public qui vient investir dans une poche qui vient dérisquer les investisseurs privés pour être après capable de lever plus de capitaux. Et donc, voilà, finalement, on appelle ça de la blended finance, mélanger des capitaux privés et des capitaux publics pour pouvoir financer des choses un peu innovantes. C'est tout à fait un schéma impact bonds. Donc, c'est ça l'idée. Est-ce que demain, un fonds de blended finance pourrait être coté ou un fonds d'impact bonds pourrait être coté? C'est la question. Mais je vois que nous avons désormais passé l'heure fatidique de midi à laquelle nous étions engagés à respecter. En tout cas, merci infiniment à François Humbert et Ladislas Mia de leur participation. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Peut-être un petit point sur nos prochains événements sur xapa.org. Le prochain webinaire a lieu le 26 octobre dans l'après-midi en anglais. Solutions for Resilient Raw Materials Supply. Et donc la question des chaînes d'approvisionnement responsables qui nous tient particulièrement à cœur, notamment au regard de notre solution SOUTI de formation pour les petits agriculteurs dans les pays en développement, Scale Up Training Traceability Impact. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous inscrire à notre newsletter. Et puis, on vous dit à très bientôt et merci pour votre attention. Merci encore François et Ladislas. Au revoir. Merci encore pour l'invitation. À bientôt. Sophie Roberge, Haute.